sens que tu te connectes à d'autres énergies tout près de toi. Des énergies qui ont des messages à nous faire passer aujourd'hui. Peut-être sont-ils déjà présents à Oui, je nos suis déjà côtés. là. C'est parfait. Peux-tu me dire ce que tu perçois? Alors, là, je suis dans un espèce de chemin, dans un monde que je connais pas du tout. Et j'ai entendu qu'il me disait que c'était le chemin des visages. D'accord. Alors, c'est très bizarre. Qu'est-ce que je peux entendre par là? Alors, en fait, dans cette espèce de chemin, je suis sur un chemin de terre. Et au, donc à ma droite et à ma gauche se trouvent deux murs. Il se trouve à peu près tu imagines-moi en train de tendre mes bras et là je pourrais toucher les murs, donc c'est assez rapproché. D'accord. Et il y a un plafond également, et par contre le plafond je peux pas le toucher. Et en fait là il y a plein de visages, ça m'évoque. Alors je sais pas si tu connais les rocheuses, je crois, aux États-Unis où il y a Tout des à fait. visages taillés dedans. Avec le président. Voilà. Et ben ça fait pareil, sauf que c'est plus petit. Et en fait je vois plein d'expressions. Et c'est des expressions humaines. Ok. Donc par exemple là face à moi j'ai deux visages. Il y en a un qui a un grand sourire et l'autre qui est plutôt colérique. Puis au-dessus de moi, il pleure. Et si je me retourne de l'autre côté, à gauche, bah là c'est un visage neutre. Et du coup, donc j'entendais cette voix qui me disait c'est le chemin des visages. Je dis ok. et, et j'ai entendu également que là on me montre la facette des expressions humaines. Et là, tu vois, quand je dis expression, j'entends en même temps slash émotion. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ce marche là? Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est l'expression de toutes les émotions qu'on peut lire sur un visage? Ok, alors là, du coup, là, tout va très vite. Alors, un peu moins vite, s'il vous plaît. Donc là, j'ai un être comme un ange, un être très lumineux qui vole et qui vient de me prendre pour que j'aille voler avec lui. Alors là, j'espère que tu vas comprendre pour t'expliquer la scène. On vient de traverser le mur des visages. Donc quand j'ai traversé le mur, j'ai eu aucune sensation particulière. Je me sens juste très légère et là, je me sens dans mon élément naturel. Ouais, bah, Et alors là, comme j'ai demandé d'aller moins vite, on n'a pas bougé et je suis dans un espèce d'espace-temps là. Là, je suis dans un entre-deux. Ok, et donc là, il vient de me déposer. On est tous les deux à une table. ok. L'être qui est face à moi, il est plutôt donc type humain, mais c'est vraiment un ange, hein. Il a des traits. Déjà, il est très très clair. C'est comme si tu voyais un humain genre parfait, avec un visage très harmonieux, les cheveux très bouclés. Mais même s'il y a de l'apparence humaine, tu sais que c'est pas un humain. D'accord. Parce que par exemple, les cheveux, ils sont pas du tout comme nous sur Terre, ils sont beaucoup plus légers. Il est très clair de peau, très très clair. Les vêtements qu'il porte, ils ondulent comme je l'avais déjà vu dans d'autres voyages. Tout est très vivant, tu vois, dans ce qu'il porte sur lui. Et on sent qu'il y a une énergie qui est particulièrement évoluée, très très élevée, très brillante, tu vois. Il dégage beaucoup, il émane, c'est vraiment le mot. De lui émane une lumière incroyable. Donc là, il me regarde, il sourit. Alors, il veut me parler des émotions, je crois. Ouais, j'ai cru comprendre. Qu'est-ce qu'il veut en dire? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? C'est le sujet du jour. Ah, ok. Donc là, du coup, on est toujours à la table, mais en fait, pour m'expliquer certains concepts, il me donne des images en même temps. Et là, du coup, il me projette au-dessus du chemin des visages dans lequel j'étais. Et en fait, c'est fou parce que quand je me situe au-dessus de ce chemin, je me rends compte que ce chemin, en fait, il constitue un cercle qui, en fait, est un diamant.
Et c'est comme si, alors, imagine donc un cercle vu de haut, et en fait, chaque visage constituerait une facette, mais à l'intérieur de la facette du diamant. Là, on est vraiment dans l'intrication. Ouais, tout à fait. Et ça me fait rire parce qu'il me dit, c'est ça, t'as compris. Euh, et en fait, euh, ok, donc comme chaque expression du visage symbolise une émotion, il veut me faire comprendre et m'enseigner que finalement chaque émotion fait partie des facettes de ce diamant. C'est-à-dire que chaque émotion, eh ben, elle est reliée l'une à l'autre. Euh, et en plus d'être reliées, elles sont interdépendantes. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends la colère, elle peut jaillir parce qu'elle fait écho euh, à de la tristesse. On prendra un exemple concret après. Ouais. Mais la colère, elle peut également engendrer de la joie, puisque cette colère, elle va nous faire nous mettre en action pour faire évoluer la situation qui nous a rendu en colère. Et pour faire changer notre situation, euh, le changement du coup qui résultera de cette situation initialement qui nous faisait ressentir de la colère amènera de la joie, puisqu'on aura dépassé la condition dans laquelle on était au moment où on ressentait de la colère. Tout à fait. C'est, c'est ressentir ça qui nous met en mouvement. Oui. Alors un exemple plus concret, si je vis un événement que je considérais comme une injustice, par exemple, j'espérais très fortement obtenir un nouvel emploi et finalement, alors que toutes les conditions étaient réunies, je n'ai pas été choisie. Donc là, il me fait ressentir les émotions en moi. Donc si par exemple je lis en moi, je ressentirais tout d'abord de la déception, de la tristesse de ne pas avoir été retenue parce que j'avais beaucoup d'espoir et d'attente dans ce nouvel emploi. Puis très rapidement, donc quelques secondes plus tard dans mon cas, j'aurais ressenti de la colère puisque ça aurait fait écho à un sentiment d'injustice. Puisque je me dirais que c'est pas juste parce que j'avais toutes les chances de réussir, parce que j'estimais que je méritais ce nouvel emploi, parce qu'on avait également, on m'avait fait un retour aussi positif, euh, parce que mon profil était intéressant, parce que j'avais une expérience qui pouvait apporter une plus-value à l'entreprise. Et donc, voilà, je vois que cette espèce de colère, alors qui dans mon cas n'est pas une colère démesurée, hein, mais c'est plutôt une colère liée à la frustration, à la déception. Mais en fait, elle a trouvé sa source parce que j'ai d'abord été triste. Oui. Et je vois également que dans mon cas, cette colère, elle me met en mouvement. C'est-à-dire que elle va me donner envie à la fois d'aller peut-être chercher en moi un axe d'amélioration, parce que l'idée c'est dans l'idée de par exemple de changer de job ou d'espérer avoir d'autres fonctions, c'est bien que j'ai envie de chambouler mon quotidien, mais elle me pousse également vers l'extérieur à poursuivre mes recherches. Et donc le fait de poursuivre mes recherches donc dans une temporalité qui aura avancé, hein. Là on est à J+2, J+1 semaine, et bien finalement en fait, finalement, là, je vais avoir vraiment un grand espoir qui va renaître en moi. Et donc, la colère, elle va commencer à se métamorphoser, en fait, en espoir. Et comme j'aime effectuer ces recherches, alors je vais avoir un sentiment d'amour qui va prendre la place, en fait. Le processus de transformation des émotions, comment on passe de l'une à l'autre en transition. Oui. Et en fait, une fois que je vais être remplie de cet amour, alors là, il m'explique que l'exemple qu'il me donne, il est volontairement
comment dire, il est volontairement haché. Parce que pour certaines personnes, les mélanges d'émotions sont un peu plus... les émotions vont être plus intriquées et la temporalité ne sera pas la même. Mais c'est vraiment pour qu'on ait un exemple concret et palpable. Parce qu'après, il m'explique que l'espoir donc, que je ressens par cette recherche d'emploi, comme c'est quelque chose que j'aime faire, donc je vais ressentir également de l'amour, et ben c'est quelque chose qui va me plaire. Et donc là, je vais ressentir de la joie. Et là, par exemple, il me dit, bah, dans ton cas, cette joie, elle pourrait être altérée, puisque au même, comment dire, au même niveau, pardon, tu vas ressentir autant de plaisir à faire des recherches que de peur de ne pas réussir. Et là, il me dit, mais finalement, c'est dommage de ressentir la peur de l'échec puisque c'est plutôt cette joie et cet amour qui vont être le carburant, qui vont te donner l'énergie nécessaire pour avancer dans ton projet. Et finalement, la signification de l'échec, elle importe peu, parce que t'as pas à savoir en fait tout ce qui se passe dans l'invisible. Parce que le plan qui est tracé pour toi et que tu te traces à travers la volonté de ton âme et de ton cœur, elle sait beaucoup plus de choses que ce que tu ne sais quand tu es dans ton corps incarné en tant que Chloé, puisqu'ils ont pris mon exemple. Mais ça peut être la même chose pour toi, Sylvie, ou pour chacun. En fait, c'est drôle parce qu'il me dit, mais d'une façon très légère, il me dit, mais tu sais, t'as pas besoin de tout comprendre. Et c'est même pas l'intérêt. Toi, l'intérêt que tu as et ce qu'on te demande, entre guillemets, hein, puisque je n'ai pas d'obligation, mais ce que mon âme, elle souhaite pour moi, c'est plutôt que sur Terre, je réunisse toutes les conditions et l'énergie nécessaire pour finalement réaliser mon choix. C'est-à-dire que dans ma vie quotidienne, bon là on parlait d'un changement d'emploi, mais ça peut être plein de choses. La vie, elle est régie par plein de choix. Au fur et à mesure, par exemple, je sais pas, faire le choix de manger des carottes. Une banane ou une orange. Voilà. Faire le choix de dormir en plein milieu de l'après-midi. Faire le choix d'aller faire une balade. Puis après, ça peut être aussi des choses plus conséquentes. Faire le choix de mettre en place un projet. Faire le choix d'écrire un livre. Faire le choix d'aider telle personne. Peu importe. Et du coup, il me dit... peu importe pourquoi tu vas aider telle personne, pourquoi tu vas te promener, pourquoi tu vas lire, pourquoi tu vas... Voilà, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est comment tu le fais et ce que tu en fais. Et ça, c'est ce qui t'appartient. Le pourquoi un peu sous-jacent qui te dépasse, c'est pas vraiment important. Si tu es amené à le savoir, c'est parce que ça aura une incidence sur comment le mettre en place dans ta vie. Mais le pourquoi, c'est pas ce qui compte vraiment. En fait, c'est ce qu'on fait quand on est vraiment relié à soi. On agit sans forcément comprendre pourquoi, mais parce qu'on on ressent la joie à le faire. Oui. Donc il faudrait, quand on est connecté à soi et aux sensations de son corps, parce que nous, ça se traduit aussi dans notre corps, il faudrait qu'on arrive à rester que focalisé là-dessus, donc du coup, moins faire intervenir le mental qui, lui, génère la peur. Par exemple, la peur de l'échec, comme dans l'exemple, quoi. Le processus, ça serait de faire l'effort, entre guillemets, de rester connecté à sa joie plutôt qu'à tout ce qu'il y a autour, en sachant que si on ressent cette joie, c'est que l'univers a un plan pour nous, quoi. En fait, au sens large, on va dire. Oui, et ils me disent, il rajoute plutôt, il me dit, parce qu'il est tout seul pour l'instant, il me dit, et c'est dommage, en fait, vous perdez beaucoup de temps sur Terre et dans vos vies, vous perdez beaucoup, beaucoup de temps à vous créer des scénarios catastrophes et à avoir peur. Et il me dit, c'est dommage parce que, en fait, cette peur-là, elle est pas rationnelle, et en plus de ça, c'est vraiment de l'énergie gaspillée. Parce qu'il me dit, c'est très différent que d'être lucide et d'avoir des peurs, la peur de l'échec, quoi. Parce que être lucide, c'est ne pas se mettre physiquement en danger. C'est conserver son intégrité physique et psychique. Ça, c'est être lucide et on va dire avoir les pieds bien ancrés sur terre. J'aime bien être lucide.
on garde. Mais avoir peur de l'échec, finalement, y a pas de fondement matériel et pragmatique, si tu veux. En fait, t'as peur un peu de perdre la face. C'est ça un peu la peur de l'échec. Mais c'est dommage parce que finalement, quelle face? Qu'est-ce que tu perds? Non, ce que tu considères comme un échec, donc c'est-à-dire ne pas réussir, ne pas avoir ce que tu veux, c'est en fait finalement que ton attente, elle n'est pas assouvie. Mais, euh, mais c'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi et il y a d'autres choses qui t'attendent et tu le sais en fait. Tu le sais parce que immédiatement tu vas te remettre en mouvement. Et si tu te remets en mouvement, c'est bien qu'il y a une part de toi qui sait que c'est pas une fin en soi. Ouais. Tout n'est pas perdu parce que tu n'as pas euh, réussi par exemple, si on reprend l'exemple du job, que tu n'as pas réussi à avoir tel emploi, que tu n'as pas réussi à terminer d'écrire un livre, que tu n'as pas réussi à courir ton semi-marathon, c'est pas grave. C'est juste des opportunités que la vie t'a offert et tu as essayé, c'est super. Tu n'as peut-être pas eu le résultat que tu espérais, mais il y aura d'autres opportunités de recommencer ou différemment. Aussi. Et donc, en fait, là, il me dit que s'il m'a proposé là, ce chemin des visages et cette exploration des émotions, c'est parce qu'en fait, il est aussi temps pour chacun de s'observer, en fait. Et d'observer les émotions qui nous traversent au quotidien. Alors, quand il dit observer, c'est surtout de les ressentir dans le corps, plutôt. De les ressentir dans le corps et d'observer quelles sensations elles nous procurent. Alors, est-ce que ça va être du chaud, du froid, du piquant? Est-ce qu'au contraire, ce sera une caresse? Et surtout, il y a de plus en plus de personnes qui sont capables de les visualiser, ces émotions, par des couleurs. Et peut-être de voir, je sais pas, est-ce que quand je suis en colère, je vois du rouge, du orange? Est-ce que ça va être du noir? Est-ce que ça va être des pics? Est-ce que ça sera au contraire une forme ronde? Quand je ressens de la joie, est-ce que c'est de la lumière? Est-ce que c'est du jaune? Voilà, c'est tout ça en fait. Et de prendre vraiment un temps pour s'observer parce qu'en fait, il me dit que il y a beaucoup de personnes en fait qui sont un peu qui sont comme un petit peu menées par leurs émotions. Et c'est dommage parce que en fait les émotions elles n'ont pas en fait on devrait pas les laisser nous contrôler parce que les émotions elles ne sont pas nous. Les émotions elles se servent du véhicule de notre corps pour s'exprimer mais elles ne nous définissent pas. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui se laissent définir par leurs émotions et du coup elles sont pas vraiment elles-mêmes parce que en fait c'est un filtre déformant une émotion. Et en fait on les ressent parce qu'elles sont des indicateurs pour nous, pour cheminer, pour notre quotidien, pour aussi nous situer par rapport aux vœux que fait notre âme, mais elles sont pas qui nous sommes. Nous ne sommes pas la colère, nous ne sommes pas... Il me dit là qu'on parle beaucoup de sensibilité, des personnes qui ressentent très fort les émotions, mais elles sont pas ces émotions qu'elles ressentent fortes. On n'est pas la tristesse, c'est pas parce qu'on a perdu un être cher qu'on est triste, ok. On est triste parce qu'on ressent le manque, la séparation par rapport à ces personnes. Peut-être que certains aussi ont peur de ce que constitue la mort. Ça, c'est un autre débat. Mais on n'est pas cette émotion, en fait, c'est passager. Et si on la ressent, c'est plutôt pour intérioriser le processus qui nous incite à redéfinir la relation que nous avons avec la personne qui a disparu. Si on se sent en colère face à une situation qu'on estime être une injustice, c'est plutôt pour poser nos limites face à cette situation. Et peut-être pour imaginer une autre façon de faire. Si on se sent profondément joyeux, c'est un indicateur pour dire qu'on est peut-être aligné avec ce que souhaite notre âme et que l'événement qu'on est en train de vivre nous est profondément bénéfique. Voilà. Il faut vraiment les voir comme des indicateurs. Et le fait de le voir comme des indicateurs, là, par exemple dans mon corps, je sens que c'est beaucoup plus léger en fait. C'est plus léger et finalement en fait c'est plus simple pour moi de les objectiver. C'est-à-dire que par exemple si je ressens de la peur en moi, c'est comme si j'arrivais à observer cette peur. C'est-à-dire je ne suis plus je ne la subis plus. Je ne subis plus cette peur là qui me fait imaginer un scénario catastrophe, là qui me fait, je sais pas si tu vois pas mes mains, mais qui me fait là
être un peu nerveuse, euh, respirer de façon saccadée, avoir un peu des tics physiques, des stimuli physiques là où je vais être un peu saccadée, mais plutôt ok, j'observe ma peur, ok, mais qu'est-ce qu'elle vient de dire de moi? Finalement, qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver qui serait un danger physique pour moi? Et en fait, le fait d'aller observer la peur de cette façon-là, plus objective, et ben en fait, elle prend beaucoup moins de place en moi. Parce que finalement, je me rends compte que je n'ai pas besoin qu'elle soit aussi importante pour que je la prenne en compte. Parce que malgré tout, si je la ressens, cette peur, c'est qu'elle a quelque chose à me dire. J'ai l'impression que les émotions sont des signaux naturels du corps et on devrait juste les observer, les prendre en considération parce que c'est comme une alerte en fait. Il ne faudrait pas que l'alerte ça devienne quelque chose qui nous envahisse en fait. On le fait très bien avec quelque chose où on se sent aligné quand on est dans la joie parce que c'est super agréable. Mais c'est vrai que quand on le fait avec la peur, on a tendance à plus arriver à réfléchir ou la tristesse et à s'enfoncer dans la tristesse ou dans la peur. Oui. Et c'est super intéressant de se dire qu'on pourrait faire de la même manière. C'est quand on pose la question, est-ce que c'est juste pour moi? On sent que si ça l'est, on a une vibration au niveau du plexus. C'est la première fois qu'on apprend à écouter son corps. Et de la même manière, on pourrait dire, est-ce que voilà, ça me fait de la peur, je me sens crispé, qu'est-ce qui est inquiétant dans l'événement qui va se produire en fait, ou la décision que je prends. Du coup, c'est plus des petits signaux qu'on doit apprivoiser au lieu que ça soit effectif. C'est super intéressant de le placer comme ça, ouais. J'essaie de le traduire avec ma tête. C'est ce que je ressens parce que j'ai coupé. Mais ouais, c'est des choses que. C'est marrant, c'est des choses dont on parlait hier et qui reviennent avec une vision encore plus vaste et très intéressante. Alors en fait, là, pendant que tu me parlais, donc je vais te l'expliquer pour toi, c'est surtout pour que tu comprennes aussi, Sylvie. En fait, là, il m'explique qu'il était avec moi, cet être-là. D'ailleurs, je trouve qu'il ressemble à Jésus. Il était avec moi, en fait, ce week-end. Parce que pour tout te dire, il me dit, explique à Sylvie pourquoi. Parce que tu l'as fait, en fait, avec la peur et Enfin, ce que j'en ai expliqué, en fait, je l'ai fait. Mais sans vraiment réfléchir. Mais il m'a dit que c'est lui qui m'a incité à le faire. Je t'explique. Donc ce week-end, je suis allée chez ma grand-mère pour fêter l'anniversaire de ma tante. Et en fait, il s'avère que là-bas était présent mon cousin Benjamin, qui, je sais plus si je te l'avais dit, mais a gâché la fête de Pâques de ma sœur, puisqu'il avait beaucoup trop bu, et qu'il s'est mis à être très violent envers plusieurs membres de ma famille. C'est parti en bagarre générale. On s'est tous pris des coups, des insultes, c'était dans une mare de sang, et j'ai dû appeler la police. Et j'ai dû insister pour qu'ils interviennent rapidement, il a été placé en garde à vue. Donc c'est vraiment les super loin et tout. Bon, moi j'avais pas spécialement envie de revoir mon cousin, mais il s'avère qu'il était là à l'anniversaire. Je sais pas qui l'a invité, mais bon, il était là. Et en fait, quand j'ai appris qu'il était là, j'ai eu un espèce d'une angoisse qui m'a parcourue, au point où je me suis dit, ah non mais je peux pas y aller. Vraiment, je peux pas y aller, je veux plus le voir en fait. Et donc, bon, j'avais pris mes billets, donc j'y suis allée. Mais la veille d'y aller, je suis allée me promener pour prendre l'air, pour essayer de comprendre quelle était mon angoisse. Et donc c'est là où il me dit, tout ça pour expliquer comment j'ai fait. En fait, je marchais. Et j'essayais d'observer en moi déjà physiquement où se logeait mon angoisse. Donc déjà, je me suis rendu compte que mon angoisse, elle était au niveau du ventre, j'avais très mal au ventre. Et elle était également au niveau de la poitrine et de la gorge. C'est-à-dire que je respirais de façon saccadée, très vite, et j'avais comme des picotements dans la gorge. Et j'avais aussi la gorge serrée, le ventre noué, la gorge serrée. C'est vraiment ça, tout était comme un peu enfermé, quoi. Donc, ok, donc je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me fait peur? Je me suis dit, j'ai peur que mon cousin, il recommence dans un premier temps l'esclandre qu'il a fait à l'anniversaire de ma sœur. Ok. Et s'il fait un esclandre, qu'est-ce que ça fait? En fait, je me suis dit, ça me ferait pas plaisir parce que c'est toujours douloureux de voir quelqu'un en souffrance comme ça. Et surtout, moi, j'ai pas envie qu'il revienne me frapper, quoi. Mais bon, avant qu'on en arrive là, quand même,
il devrait se passer plein de choses, quoi. Donc franchement, il y a très peu de chances que ça arrive. Bon, bah déjà, en me disant ça, je me suis rendu compte que ma respiration, elle était beaucoup plus fluide déjà. Et en me disant ça, surtout, l'énergie, je l'ai sentie sortir de moi. Parce que là, dans ce coup, j'ai eu des larmes qui me sont montées au niveau des yeux, quoi. Et c'est comme si je libérais toute cette peur. Et comme par hasard, d'un seul coup, j'ai eu beaucoup moins mal au ventre. Ma respiration, elle a continué à se calmer. Et là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, Chloé, peut-être que de voir ton cousin alors que c'était pas prévu, c'était plutôt une opportunité pour toi de définitivement clore le chapitre de l'événement qui est au Pax. Et peut-être, en fait, c'est juste qu'un souvenir, en fait, tu vois. Et donc, je l'ai vu ce week-end. Surtout qu'en plus, on dormait dans les chambres à côté. Enfin, pas dans la même chambre, mais dans les deux chambres qui étaient collées. Et en fait, eh ben, ça m'a offert l'opportunité. Moi, j'ai pu lui dire, j'ai pu dire à son père aussi, que, donc à mon oncle, que suite à ce qui s'était passé au pacte, moi, je n'acceptais pas ce comportement. D'autant plus qu'il n'a pas eu de mots ou d'excuses à mon égard. Que je n'attendais pas d'excuses, mais que moi, du coup, je décidais de ne pas le côtoyer, en fait. Que si je me retrouvais dans la même pièce que lui, bah, par respect, je lui dirais bonjour et je répondrais à ses questions s'il entame la discussion. Mais que par contre, je ne ferais pas la démarche de le côtoyer ou d'alimenter la discussion parce que j'ai pas envie, en fait, voilà. Mais que par contre, je l'encourageais à peut-être se faire accompagner et aider parce que je sentais qu'il était en souffrance. Et en fait, bah ça m'a libérée. Ça m'a vraiment libérée de la peur et ça m'a fait un bien fou. Et je me suis vraiment rendu compte que cette peur, elle m'a pas contrôlée dans ce week-end. Puisque j'ai réussi à être assise, d'ailleurs, presque en face de lui à table, et de me sentir bien. Alors que peut-être que si j'avais pas été observer cette peur, bah en fait, peut-être que j'aurais très très mal vécu ce moment. Alors qu'en fait, là, je garde un très bon souvenir de l'anniversaire. Oui, du coup, oui. Tu l'as, ouais, en l'observant, tu lui as rendu sa place et même tu l'as libérée pour plus qu'elle t'impacte. Bah oui. Et Et c'est ce qu'on fait des fois en hypnose. Enfin, je comprends le processus, c'est super intéressant. c'est vraiment mais ok, si t'as peur, si vraiment elle se réalisait, qu'est-ce qui t'arriverait? Quelles seraient les conséquences? C'était un résidu qui était une grosse peur par rapport à la colère que tu as eue légitime du moment du Pax. Mais elle avait gardé sa proportion. Et comme tu dis, c'était un souvenir. Après, il faut libérer Oui, ce résidu qui avait plus rien à faire. tout à fait. De toute manière, tu lui as rendu sa part. Oui. Parce que tu lui as parlé, et ça c'est encore plus. Mm. Toi, tu as pris la part qui t'appartenait et tu lui as rendu la sienne. Tout à fait. Et maintenant, ça lui appartient de faire avec. Est-ce qu'il veut se soigner, pas se soigner, se prendre en charge toi, tu as retrouvé ta souveraineté malgré ce qui s'est passé. Tout à fait. Et là, tu vois, l'être qui est avec nous, là, me dit, tu vois ce que tu viens d'expliquer, là, en détail, on devrait faire ça pour toutes les émotions qui nous pèsent. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être là à se torturer l'esprit, parce que clairement, on ressent de la joie, bah tant mieux, profitons de la joie, et voilà. Mais dès lors que ça nous pèse et qu'on a du mal à dépasser certaines émotions, on devrait vraiment prendre un peu notre courage à deux mains, parce que ça demande du courage et de l'énergie pour le faire, mais vraiment d'aller la regarder en face. Et ça, il me dit, tu vois, c'est directement lié au chakra de la gorge. Ouais. Il me dit, allez voir vos émotions en face, même si ça fait pas plaisir, c'est pas grave. Allez les voir, observez-les, et tous les petits, soit toutes les pensées là qui viennent, que vous alimentez, qui vous emprisonnent, ou alors toutes les peurs avec les scénarios catastrophes, allez les voir et allez les décortiquer. Il n'y a que comme ça finalement qu'en fait on dégonfle. On dégonfle ces émotions qui prennent beaucoup trop de place. Au lieu d'être simplement des indicateurs, elles deviennent en fait un peu des meneuses, quoi. Et c'est pas... Et puis après, on a de la peur de la peur. Voilà. Parce que des fois, il y a des émotions, j'ai des personnes avec qui je parle et qui veulent pas aller voir, se confronter à ça parce qu'elles ont peur d'avoir peur. Ou d'avoir mal, ou de souffrir. Ouais, mais donc ça génère ça s'accumule en fait. Il me dit, mais c'est tellement dommage, vous privez de tellement de choses, vous passez à côté de tellement de choses, et surtout, vous privez de la... Alors, attends, comment il me dit vous privez de toutes les saveurs que peut avoir la vie. C'est dommage, parce que votre regard, en fait, il est biaisé. Ouais. Et en fait, il me dit, il est temps vraiment de se libérer de tous les fardeaux. En fait, pour être sur un chemin d'éveil, on doit vraiment se libérer. Libérez-vous de toutes les petites querelles, libérez-vous des rancœurs. En fait, tout ça, tu vois, il me dit par exemple l'histoire de ton cousin. Si tu gardes ça comme un événement... En fait, si tu lui donnes trop de pouvoir, ben,
tu auras cette rancœur toute ta vie. Mhm. Mais en fait, non. Libère-toi de ça parce que c'est pas ça la vie. Il t'a blessé à un moment, ok, c'est à toi de cheminer par rapport à cette blessure, mais libère-toi de ça. Ne te prive pas des autres moments en famille juste parce qu'il est là. Ne te prive pas de l'aspect famille parce que un jour t'as eu un déconvenu. Non. Par contre, c'est à toi de fixer tes limites. Et si tu n'as pas envie de côtoyer certaines personnes, même au sein de ta famille, ne le fais pas. Par contre, ne fais pas d'amalgame, quoi. Et surtout, n'alimente pas cette énergie de rancœur. Mhm. Elle est destructrice. Elle peut même rendre malade. Hein. Oui, oui. Et c'est comme ça pour tout. Finalement, les déconvenus, ne t'attarde pas dessus. Et c'est très différent hein, que d'avoir de la rancœur que de savoir mettre ses limites. Les limites, elles sont saines parce qu'elles sont alignées avec soi-même. Alors que la rancœur, elle est destructrice parce qu'en fait, elle nous brûle à petit feu de l'intérieur. Ah oui. Et elle fait qu'on alimente cette espèce de rancœur, cette rancune. Et en fait, pourquoi on l'alimente? Parce que c'est comme si on voulait avoir un... C'est comme si dans une situation où on avait été touché, donc on avait été vulnérable, c'est comme si on cherchait à reprendre le dessus sur la situation en l'alimentant par des pensées de rancœur, de colère, de... De Mhm. toute façon, t'as vu comment il est, t'as vu, non, non. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que finalement, c'est pas aligné avec notre lumière intérieure. Et d'ailleurs, de faire ça, c'est beaucoup plus énergivore que de juste laisser aller l'événement, de dire ok. Tout à fait. Je trouve que c'est chouette. C'est très intéressant parce que Mm. c'est des clés pour aider pas mal Ah de bah là, gens. oui. Il me dit, vous en êtes vraiment là. Ouais. Enfin, quand il dit vous, c'est vraiment à l'échelle mondiale. Mm. La conscience collective en est à ce stade. Alors, il y a des gens qui l'ont déjà dépassé, qui se l'appliquent et c'est génial. Mm. Mais on va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui en sont là dans leur cheminement. Et par exemple, il me dit, tu vois, le burn-out. Mm. Et ben en fait, peut-être que ça peut être une clé pour des personnes qui sont face à un burn-out ou qui n'en peuvent plus ou qui sont face à une surcharge d'émotions ou une fatigue émotionnelle. Alors, il dit pas que c'est la solution, enfin en tout cas, il voudrait pas faire croire que c'est une solution magique, mais il me dit, dans le cheminement de quelqu'un qui est vraiment, qui n'en peut plus, peut-être que ça, enfin c'est pas peut-être, c'est ça peut être l'une des clés qui peut, voilà, lui permettre de dépasser sa condition. Et finalement d'inverser. Le burn-out, c'est un cercle vicieux d'un mélange d'émotions négatives et d'une baisse d'énergie. Le but, c'est, par le décortiquage des émotions, d'inverser la tendance. Et dès lors que le cercle commencera à redevenir vertueux, alors tout s'alignera et le cheminement sera beaucoup plus complet et beaucoup plus positif, quoi. C'est un peu comme si on avait l'image d'une montagne. Quelqu'un qui serait peut-être en dépression, en burn-out, il serait en train de dévaler de façon incontrôler la montagne. Et le but, c'est d'arriver à trouver le sentier qui remonte à nouveau. En faisant des haltes aussi. Non, mais bien sûr, et c'est vraiment Non, ce mais qu'il c'est veut ça qui dire. est intéressant, oui. Oui. Je vois le cheminement et s'il faut prendre du temps pour remonter, on le prend, on s'arrête, on s'observe. En fait, je suis en train de me dire comment je pourrais accompagner des gens pour qu'ils arrivent à s'observer comme ça, à s'explorer. Mm. Voilà, si tu veux. Mm. J'étais dans c'est tellement chouette, je me dis comment je peux les aider avec ça, c'est génial. Oui. Voilà. Je lui ai dit, tu observes et tu relativises par rapport à ce que tu ressens, mais la peur, on arrive encore à comprendre. J'ai plus de mal à accompagner quand c'est de la tristesse, quand on a perdu quelqu'un qu'on aimait fort et qu'on va pas jamais revoir, quoi, en fait, parce qu'il est décédé. Donc ça, c'est le processus de deuil. Et je me sens toujours désemparée comment aider les gens. Alors, par rapport au deuil ou même à la séparation en tant que telle, il me parle, lui, vraiment d'acceptation. Et il me l'a tellement dit fort qu'il me l'a écrit sous les yeux en lettres majuscules. C'est vraiment l'acceptation. Et c'est intimement lié au lâcher-prise. En fait, il n'y a rien véritablement à faire parce que la personne, on ne pourra pas la ramener. Mais en fait, la seule chose à faire, c'est d'arrêter de vouloir finalement retenir la personne et empêcher le fait qu'elle soit déjà partie. Non, acceptons le fait qu'elle ne soit plus là et plutôt envisageons notre vie sans la personne. Comment est-ce qu'on redéfinit sa vie sans l'être cher ou après s'être même séparé de quelqu'un qui est vivant, mais voilà, c'est vraiment ce processus d'acceptation. Comment je me redéfinis sans cette personne, comment je redéfinis ma vie,
sein de cette personne. Et, et dans le cadre d'un deuil, je crois que chaque deuil est une petite lumière de l'univers qui vient nous rappeler que la vie, elle s'arrête pas à la mort du corps physique et que et qu'en fait la relation avec la personne qui est décédée, elle perdure, mais elle perdure sous une autre forme. Mais en fait, Hélène donne une nuance qui est très importante à mon sens. Euh, Tout le monde n'est pas encore intimement convaincu que la vie se poursuit sous une autre forme, parce que ça laisse aussi la porte ouverte à une dérive qui serait de retenir en fait l'être qui est décédé, parce que sous prétexte que la vie continue, on le retiendrait parce que justement on n'accepte pas le deuil. Alors en le lisant autrement, quelqu'un qui accepterait pleinement le deuil par exemple d'un parent, ce serait, ça veut pas dire ne pas pleurer le départ, parce que c'est très différent. Enfin, c'est normal de se sentir triste parce qu'on ne côtoiera plus au quotidien la personne sous sa forme physique. Ce qui va nous manquer, c'est les moments partagés ensemble, et c'est normal. Mais plutôt dans un second temps, une fois que la vague de tristesse est passée, c'est de se dire, ok, il est plus là, bah je l'accepte parce que ça fait partie de son cheminement et voilà. Et je sais, je suis intimement convaincue que désormais il continue son chemin. Et c'est plutôt que bah, j'aimerais de temps en temps que la connexion perdure et j'accepte et j'accueille les signes qu'il voudra bien m'envoyer au moment où il le souhaitera. Et cette nuance, elle est très importante parce que si c'est moi qui demande tout le temps des signes, tous les jours, tout le temps, là, ça empêche un petit peu l'âme de poursuivre son évolution parce qu'elle est toujours ramenée vers la terre. Donc, ce que je peux faire, par exemple, pour accompagner un parent qui serait récemment décédé, c'est de lui envoyer des prières d'amour. Mais c'est de pas lui demander dans un premier temps des signes, parce qu'il le fera en fait. Il le fera naturellement. Alors que si je lui demande régulièrement au début, ça, ouais, ça peut le retenir un petit peu dans son cheminement. C'est pas quelque chose qui est grave, mais c'est juste un petit peu dommage, voilà. Parce que là-haut, bah, là-haut, je dis là-haut, mais parallèlement, on va dire, il a aussi il ou elle a des choses à vivre et c'est aussi important, voilà, l'acceptation, elle est pleine et entière quand on laisse, en fait, la liberté à cette âme de cheminer vers ce qu'il attend, en fait. Et elle reviendra à nous faire des petits signes parce que un lien du cœur, un lien de famille, peu importe le lien, il a été tellement fort sur Terre qu'il perdure même dans l'invisible. Mais par contre, voilà, une prière d'amour, une prière d'amour universelle à l'image de ce qu'on avait exploré la dernière fois, ça ne retient pas les âmes, au contraire. Ça les accompagne dans leur cheminement, et c'est très bénéfique d'ailleurs. Oui, c'est très énergisant. Oui. Pour les deux, celui qui reste et celui qui part. Ah mais tout à fait, et en prière c'est un échange d'énergie bien sûr. Tout à fait. Oui, c'est intéressant. Bon, ça reste de toute façon prendre le temps de la tristesse pour après le temps de l'accueil de la nouvelle vie qui se présente. Et là tu vois Sylvie, on me donne une autre indication pour toi dans tes accompagnements. On me parle de la colère. Oui. Alors je sais pas si toi c'est une émotion à laquelle tu es souvent confrontée, mais ils me disent que tu en auras de plus en plus des personnes en colère, enfin ou qui portent en elles de la colère plutôt. Et en fait ils me disent que ça peut être déstabilisant, surtout pour toi qui n'es pas quelqu'un qui garde de la colère en toi. Enfin, ils me disent que des fois tu pourras te sentir mal à l'aise face à certaines personnes et à certains discours, mais toi tu pourras offrir la possibilité à ces personnes de se rendre compte que si elles sont en colère à un moment, donc soit face à une situation, face à une expérience, face aux réactions d'une personne quelquefois, c'est parce que ça leur offre la possibilité de redéfinir qui elles sont en fait. Et que si elles sont particulièrement en colère, c'est parce qu'il est temps pour elles de cheminer vers qui elles sont et peut-être de redonner de l'importance à certaines valeurs. Tu vois ? Qu'est-ce qui est important pour cette personne si elles sont en colère ? C'est parce que peut-être une valeur fondamentale a été bafouée. Mais pourquoi à un moment elles ont laissé la place au fait qu'elle soit bafouée, tu vois ?
Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas su dire non? Pourquoi est-ce qu'elles ne cautionnent plus un modèle de société? Peut-être quelles idées elles en ont, qu'est-ce qu'elles pourraient faire évoluer à leur échelle? Voilà. La colère, il me dit que c'est intimement lié au cœur. Et d'ailleurs, tu vois, ça me fait toute une sensation dans la poitrine. Et du coup, là, il y a quand même une clé de compréhension très intéressante. Parce que si la colère, elle est liée au cœur, ça veut dire qu'on peut en faire quelque chose. On peut en incarner quelque chose. Parlant de colère, puisque c'était un truc qui m'était venu à l'esprit, je me demande toujours pourquoi est-ce que je suis encore en colère que mon père soit parti. J'ai l'impression de ressentir ça de temps en temps. Alors que ça fait très longtemps. Parce que pour toi, c'est un pilier très important. Et que c'est comme si le fait qu'il ne soit plus là, c'est comme s'il te manquait une jambe. Tu vois? Et c'est pas quelque chose de grave, c'est pas Non, ni bien ni pas bien, mais pour toi, il avait cette importance-là. Et donc c'est pour ça que tu es en colère. Et cette colère, elle est là pour justement te montrer que certes, ton père était très important pour toi et il a été un pilier fondamental, mais que ce pilier, tu peux le reconstruire, tu vois, à ton image, que finalement, ce n'est pas parce qu'il est plus là que toi, tu es bancal. Voilà. Et qu'il reste cette personne importante pour toi, mais que peut-être que tu n'as pas encore redéfini totalement la nouvelle place qu'il avait dans ta vie maintenant qu'il n'est plus là. Ouais. Mais bon, ils me disent quand même qu'il reste pas grand-chose. Hein, ça va. Oui, non, il reste pas grand-chose, mais de temps en temps, quand j'y pense, je me dis, mais quand je parle à quelqu'un qui a perdu quelqu'un de proche, je sens qu'il est à cette pointe-là, et je me dis, mais pourquoi c'est toujours là? Enfin, là, je viens de me dire, mais pourquoi je suis en colère et je n'arrive pas à le définir d'où ça venait, en fait. Mais j'étais pas, je me suis jamais penché suffisamment pour... Du coup, c'était le moment de l'évoquer. Ah, d'accord. Donc, la prochaine fois que je me ressens ça, faut que je me dise, bon, comment c'est ta vie maintenant? Ça fait 20 ans que tu as changé, je crois que... J'avais peur que ça l'embête aussi de son côté, que je ressens ça. Non, bah, visiblement, il t'a envoyé beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour aussi pour apaiser cette colère. Merci. Voilà. Super. Bon, parce que quand j'ai vu... Enfin, je l'ai vu avec un grand sourire. Donc, c'est que, voilà, rien n'est grave, tout va bien, oui, ça fait partie du cheminement. Ça fait partie du jeu qu'on s'était donné. Voilà. On avait dit que... Bon. Alors, toi, tu joues, et moi, je joue. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter par rapport aux émotions? Ou est-ce qu'on va aborder un autre sujet, un autre voyage? C'est déjà beaucoup, hein, les émotions. Oui, non, il me dit vraiment, donnez-vous la disponibilité nécessaire pour aller observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et voilà, pour ressentir toutes ces émotions, donnez-vous le temps et l'énergie nécessaire pour le faire. Et vous en êtes tous capables. Ça prendra plus ou moins de temps, mais c'est une clé importante. Voilà. Ouais, c'est le sentiment que c'est vraiment une très, très belle clé d'avancement sur soi. Oui. De libération aussi, pour être pleinement soi-même, en fait. Et puis, comme tu dis, trouver ses limites, justement, ce qu'on n'accepte plus, comme tu as fait avec. Et ne plus se laisser envahir par les autres, mais faire juste ça. C'est super. Et là, du coup, tu vois, on est à nouveau... parce que comme il m'expliquait tout ça, il me faisait voyager dans plein de petites scénettes. Voilà. Et là, on est à nouveau autour de cette table. Enfin, voilà, autour de nous, il n'y a pas de détails très intéressants. C'est plutôt vraiment cette table. Et là, tu vois, face à moi, il a créé un espèce de faisceau lumineux, une connexion de cœur à cœur. Tu vois l'expression, la connexion de cœur à cœur, mais là, je la vis pleinement avec cet être. C'est fou parce que vraiment, on aurait dit Jésus. C'est incroyable. C'est vraiment, il a cette et je parle même pas que physiquement. C'est vraiment cette énergie. Il incarne pour moi la maîtrise. Tu vois, le maître. Voilà, c'est très beau.
C'est très lumineux. Là, tu vois, la pièce autour de nous... Ah bah c'est ok, on est plus physique là. On est vraiment, je crois, au cœur de l'énergie qui se transmet. Ah bah oui, c'est ça en fait. Ok, c'est pas je crois, du coup, c'est sûr. Mhm. Là, du coup, on est projeté au cœur de cette énergie de cœur à cœur. Donc en fait, pour te dire, je suis dans un espèce de blanc maculé. Mhm. Mais même sous mes yeux, là, c'est particulièrement blanc. Et, et en fait, on est vraiment connecté au tout, là. On ne fait qu'un. Et on est comme, ouais, on est une particule parmi toutes ces particules de lumière, quoi. Et vraiment, je sais que je suis moi parce que je te parle, mais là-dedans, je ne suis plus individuelle, tu vois. Je suis juste faisant partie de cette lumière. Mhm. Tu es relié au tout en étant toi. Ouais, c'est assez Ouais. incroyable comme Mhm. sensation. C'est- Ça régénère, ça, je pense. Hmm. Ça fait du bien de se retrouver chez soi. Et là, il me dit, tu vois, il me dit, ce souvenir, tu peux le garder en regardant les étoiles. Finalement, les étoiles, c'est qu'une analogie un peu éparse de ce qu'on est en train de vivre là, tu vois. Ok. Alors là, je suis projetée dans une autre scène. Alors, je suis dans un paysage qui ressemble à un paysage terrestre, mais je dirais c'est vraiment la Terre, mais sous sa forme la plus pure, tu vois. Pas vraiment comme on la connaît maintenant. Un peu à la mode Jardin d'Éden, tu vois. Mhm. Et là, euh, alors c'est un peu étrange. Est-ce que c'est peut-être une des dimensions de la Terre Comment... Ou tout à fait autre chose? Oui, mais en fait, on me dit que je suis un peu dans la Genèse là, D'accord. tu vois. Et en fait, je suis assise, mais pour le coup, j'ai une énergie qui me paraît plus être masculine. Mais quand j'ai posé la question, il me dit c'est en fait on s'en fout de savoir si c'est un homme ou une femme, c'est pas trop ce qui compte. Mais en fait, je suis assise avec d'autres personnes, donc vraiment on est des humains quoi. Mhm. Mais c'est comme si on était des humains angéliques, Ouais. tu vois. Et en fait, on porte des espèces de grandes toges, un peu bah, comme Jésus, encore une fois. Et on est, je sais pas combien on est, peut-être 5, 6. Et on est vraiment en train de discuter, mais d'avoir une discussion très élevée, tu vois. Mhm. Très philosophique, très spirituelle. Et en fait, dans ces discussions, c'est un peu comme des devinettes. Enfin, parce que je vois qu'on rigole beaucoup, donc il doit y avoir un peu une notion de jeu. Et en fait, c'est fou parce que j'entends, il y a un son dans cet environnement. Et c'est un peu le son des clochettes, tu sais, c'est comme... je sais pas si tu sais ce que c'est qu'un koshi. C'est un instrument, c'est un espèce de tube en bambou avec... c'est comme un carillon, sauf que ça a une forme de tube et c'est un seul tube avec une espèce de lanière qui pend, quoi. Mhm. Et ça fait un son très aigu. C'est très D'accord. joli. Mhm. Et c'est un peu ça que j'entends comme son. Ok. Et voilà, on est là en train de se réunir. Quel est le sujet de la réunion une fois que vous avez fini les devinettes? Bah en fait, on parle de conscience. Ouais. Ah mais ok, alors en fait, oui, j'avais pas prêté attention. En fait, on parle de conscience, donc on est assis en cercle, on est quand même assez proches les uns des autres. Mais en fait, c'est fou parce qu'à mesure qu'on parle de conscience et on parle aussi de l'humanité et de la Terre, et ben en fait, c'est comme si nos cœurs, à tous, là, l'énergie de nos cœurs, en fait, elle permettait de projeter un espèce de... Tu sais, d'écran comme les... Comment, mince, comment on appelle ça, là les anagrammes, là. Non, pas les anagrammes, Les hologrammes. les hologrammes, voilà. Bon, peut-être qu'il y a anagramme à creuser après. Mhm. Mais comme un hologramme, et en fait, comme si nos cœurs, ils alimentaient l'énergie qui crée l'hologramme de la Terre. Donc en fait, là, je vois au milieu de nous, tu sais, la planète Terre qui flotte, là. En fait, là, ça ressemble beaucoup au galactique, hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça fait vraiment comme ce que je peux voir dans les vaisseaux.
Et voilà. Et donc on parle de conscience et par exemple on va évoquer certains sujets, certaines problématiques et ça nous projette soit dans des endroits de la Terre ou ça nous projette aussi des scénettes où on observe des humains qui évoluent, qui sont dans une expérience particulière et après on va la commenter. Mais en fait on la commente non pas pour juger cet humain ou cette scène, on la commente plutôt pour essayer vraiment d'aller puiser des clés les plus spirituelles possibles. Et après je vois qu'on écrit. Il y a aussi tout plein d'écritures. C'est marrant parce que ça ressemble vraiment à la Bible. Des clés. D'accord. C'est pour arriver à trouver des symboliques pour transmettre des messages. Ah oui. En fait, c'est comme si dans nos discussions, on étudiait certaines choses que les humains vivent, Ouais. on les décortique, et ensuite on écrit. On réécrit ces histoires, mais on écrit ces histoires à l'aune d'un enseignement très élevé, en fait. Et je vois que c'est très bienveillant, que on a la parole chacun à notre tour, mais aussi que chacun a comme un petit peu un domaine avec lequel il va être plus connecté. Et donc, par rapport à une situation, chacun va apporter un prisme un petit peu différent. Et en fait, c'est marrant parce que je vois qu'on est assis en cercle, mais c'est comme si on formait, encore une fois, le fameux diamant et ses différentes facettes. C'est comme si on était chacun une facette du diamant, quoi. Et c'est très enrichissant parce que on est très complémentaires. Et tu vois, là, je sens que c'est très élevé parce que j'ai un peu du mal à parler. Ça me fait penser à l'importance de... Pour créer des choses, il faut différentes facettes. Mm. Et ça crée un diamant. C'est ça qui est aussi intéressant. Pourquoi j'entends les Elohim? Bah, ils me disent que c'est. Enfin, ils me disent c'est. C'est, alors moi je le comprends comme c'est ce que tu vois, mais il complète pas plus. Je peux encore avoir mes informations. Non, non, c'est pas grave. Ok. Qui sont eux? Oula, alors je vais te donner la réponse, mais moi ça me paraît impossible, mais bon. Il me dit ce sont les apôtres. Ce sont des apôtres en fait, ce sont des maîtres qui ont une conscience et une énergie qui est très élevée et qui ont pour vocation de se réunir pour partager un message à l'humanité. D'accord, super. Et en fait, moi, ce que ma Chloé dit être impossible, c'est que j'ai l'impression que c'est comme un peu l'histoire de la Bible, mais je comprends que c'est quand même. Je crois pas que ce qu'ils écrivent ce soit la Bible qu'on lit entre nos mains actuellement. Mais je crois quand même que ce sont des personnes qui ont pu avoir côtoyé Jésus, ou même peut-être. Enfin, tu vois, on est vraiment dans ces énergies-là. C'est dénué de toute religion. Par contre, ce sont des enseignements directement reliés à la source et à l'univers, hein, très clairement. Et en fait, pour rendre ces enseignements plus concrets, ils étudient, voilà, à travers cette espèce de sphère-là, entre eux, ils étudient des situations de vie très concrètes, en fait. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est. Enfin, j'ai même ce qu'on veut, parce que visiblement j'y prends part, c'est écrire un manuel de vie, finalement, qui, à travers des histoires, des petites scénettes, et ben en fait, veulent vraiment transmettre la sagesse de Dieu, quoi. Parce qu'ils se disent, comme tout le monde n'est pas encore à un niveau de conscience qui leur permette de comprendre des concepts un peu neutres, et ben du coup, on a trouvé l'idée d'écrire à travers des histoires que tout le monde peut connaître. C'est-à-dire, je sais pas, garder un troupeau, faire commerce, je sais pas, régir une famille. En fait, on se sert du langage des humains pour leur parler et leur transmettre des notions. Oui. Et à travers, j'ai l'impression que c'est à travers les temps que ça se fait aussi, parce qu'il n'y a pas de notion de temps, mais suivant les époques, on va changer les écritures, mais c'est pour transmettre toujours le même message. Et aujourd'hui, on le transmet à travers d'autres connexions qui sont de plus en plus aisées, on va dire. Oui. Mais on continue avec plusieurs porte-paroles à transmettre des messages qui forcément sont toujours les mêmes, mais qui vont parler à d'autres personnes avec d'autres mots pour que ça touche les cœurs de chacun. Est-ce qu'on retrouve finalement, quand je mets une graine
dans le cœur des gens, à quel moment comment le processus qu'elle va utiliser, c'est qu'elle va entendre un message qui va lui parler et ça va faire grandir cette graine. Ça pourrait être aussi faire partie du processus. Oui. Alors en fait, il me montre que, par exemple, avec la lecture des pages qu'ils sont en train d'écrire, ça, par exemple, ça peut être un des moyens de semer une graine. Donc du coup, là, physiquement, je vois en effet une graine au niveau du chakra du cœur, donc c'est-à-dire au niveau de la poitrine de la personne. Et en fait, après, il m'explique que c'est pas la lecture qui fait que la graine germe ou pas. En fait, c'est plutôt que... C'est très intéressant. Alors là, en fait, c'est que la lecture de la scène, voilà, qui est consignée dans le livre, va semer la graine. Puis, comme la graine est semée, en fait, par effet de résonance, elle va attirer à elle des situations dont l'essence est similaire. C'est-à-dire, par exemple, si la personne est en train de dire un mot de sagesse lié à une histoire avec un troupeau, ou je sais pas quoi, bah en fait, si elle n'est pas bergère, la personne ou berger va pas avoir un truc en lien avec le troupeau, mais plutôt avec l'essence même qu'est la sagesse. Si par exemple, je sais pas, en filigrane, on parlait de trouver son chemin, et ben du coup, la personne va attirer à elle des expériences en lien avec le fait de trouver son chemin, sa voie, du sens à sa vie, quoi. Et en fait, c'est la façon dont elle va faire ses choix et vivre l'expérience qui lui est proposée par la vie qu'elle va faire ou pas germer la graine. C'est-à-dire que si elle arrive à grandir de l'expérience que lui envoie la vie, en lien avec la graine, l'essence de la graine semée dans son cœur, alors la graine va commencer à germer. Si par contre elle voit cette expérience comme une épreuve, comme un calvaire, qu'elle est en réaction, qu'elle n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, qu'elle n'a pas envie de changer, etc., là la graine ne germera pas. Et la vie va réessayer une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, face à un mur, face à quelqu'un qui est hermétique, la graine, elle va complètement disparaître. D'accord. Mais c'est vraiment, il faut comprendre ça comme ce qu'on appelle plus communément la loi de l'attraction, la loi de la résonance. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne en fait. Une graine qui est germée va attirer à elle pour qu'elle puisse finalement trouver du sens et son essence. Vraiment, le mot essence est très important, ils me disent. Et c'est comme ça que ça se passe. Aussi simplement. Aussi simplement. C'est marrant parce que mon cerveau ne l'aurait pas envisagé comme ça. Non plus, la preuve. Je l'avais pas dit comme ça. Tu vois, c'était intéressant de poser la question. Bien sûr. Non, mais savoir le processus, ce qui est intéressant, c'est qu'on on parle à des gens et on ne sait pas toujours quand on met la graine dans leur cœur qui va lui générer ces expériences qui vont le faire grandir ou pas. C'est ça qui est intéressant. Du coup, on n'a même plus besoin d'avoir forcément une intention, on peut juste être soi-même et ça va faire une résonance chez lui et ça va mettre une graine et qui va... Et c'est super intéressant. Oui. En fait, moi, je pensais que c'était vraiment la personne qui, peut-être, à un moment, allait repenser d'elle-même à certains mots qu'elle avait lus ou entendus ou même d'une expérience vécue. Mais en fait, je me rends compte, là, avec vraiment l'image qu'on voit, que c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment... Enfin, ça peut être le cas, mais c'est assez rare. C'est pas vraiment une démarche intériorisée, personnelle et consciente de la personne. C'est plutôt un événement ou un micro-événement qui va être reproposé à la personne, qui va la faire repenser, tu vois. C'est quelque chose qui va te faire repenser ou qui va réinduire un souvenir et qui va vraiment faire germer ou pas la graine. Il faut que ça soit de l'action. Oui. Ah, mais tout est dans le mouvement. De toute façon, le changement, l'énergie, c'est du mouvement. C'est de l'action. Ah, mais dans l'immobilité, on ne trouve rien, non, non. Ouais, c'est ça qui est intéressant. La vie, c'est un mouvement. Ah, mais clairement. C'est un changement, c'est une... Et la preuve que si tu restes statique et que tu bouges pas, tu n'arriveras rien. Ah, d'ailleurs, on me dit que l'immobilité, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que déjà, c'est pas conforme à ce que te veut ton âme. Et en fait, l'immobilité, ça t'éteint, tu vois. Ça t'éteint de qui tu es. Il n'y a rien de pire que l'immobilité. Il faut... Ils sont pas en train de nous forcer, mais ils nous incitent très fortement à vraiment toujours être dans le mouvement, toujours choisir de se questionner, de creuser un sujet. Ça, pour eux, c'est très très important.
Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on est venu sur Terre. Si on voulait être immobile, bah, on serait dans le cosmos, dans le lien du cœur que je voyais tout à l'heure, où finalement on ne fait qu'un, et certes on incarne la sagesse, mais c'est pas là où on en fait Oui. véritablement quelque chose. On n'a rien à apprendre, à connaître, mais ça fait du bien de temps en temps. Mm. La pause. Oui. Bien sûr, après, quand on parle de mouvement, on ne doit pas être là à 300 à l'heure. Il y a un équilibre à trouver, bien sûr. Oui, il faut pas non Et plus d'ailleurs, dans le repos, on n'est pas immobile. éviter, faut pas non plus éviter euh, l'observation de soi au sens large en étant trop dans le faire non plus, Mm. en se saoulant du faire en fait. On oublie tout et on bouge, on bouge, on bouge, mais là on surbouge. Mm. La vie est équilibre. C'est bien. Si t'es pas dans l'équilibre, c'est. Du coup, ça peut nous relier à comment garder la foi dans la vie, parce que parfois, ben, on a l'impression qu'on n'avance pas. Et avoir confiance en la vie aussi. Ça en débouche un petit peu Mm. indirectement. Ah bah, bien sûr, et puis C'est la question ils me qui est disent, posée. ouais, ils me disent la foi, ça devrait être la première chose qu'on nous apprend. Ou plutôt qu'on nous rappelle, parce on le sait tous en nous, mais ça devrait être vraiment la première chose parce que c'est euh, la foi, en fait, ça veut dire avoir une profonde confiance en la vie. C'est à la fois ce qui nous permet de cheminer conformément à ce que veut notre âme, parce que quand on a confiance en la vie, on va être attiré ou amené à faire des choix qui vont être en accord avec nous-mêmes. Et, et c'est à la fois ce qui peut nous permettre de recevoir pleinement les surprises que nous offre la vie, en fait. Oui, Parce que quand on a confiance, alors on n'a pas d'attente. Et donc du coup, comme on n'a pas d'attente, on ne peut que être agréablement surpris. c'est ça. Et ça, c'est également une clé très importante de mieux-être et ça permet de relativiser beaucoup de choses. En fait, quand on a pleinement foi, on se déleste en partie de la densité. Mm. Et vu sous ce prisme-là, c'est extrêmement intéressant et très ressourçant surtout. Et puis, quand on a foi, qu'on a confiance en la vie, c'est aussi comme si, enfin, c'est une façon d'affirmer, ok, je choisis, en fait, je choisis la vie. Je choisis, L'expérience de cette vie. ouais, en fait, je choisis d'être pleinement moi-même. Parce que comme je suis venue ici pour expérimenter, pour vivre pleinement, puis en fait, quand j'ai confiance et quand j'ai foi, quand j'ai confiance et que je l'affirme, j'affirme que je choisis la vie, en fait. Mm. Et donc l'univers, bah, encore une fois, en résonance, va m'envoyer tout ce à quoi j'aspire, puisque j'aurais dit un grand oui à la vie. Mm. D'accord. En fait, c'est Ouais. comme si avoir confiance et avoir foi, ça rétablissait la connexion, en fait. Ça rétablit le lien énergétique avec ce que certains appelleront l'univers, Dieu, la source. Mm. Ça reconnecte à finalement quelque chose qui nous dépasse, quoi. Et qui veut notre bien. Même si elle nous envoie des fois des expériences qui sont un peu plus challengeantes, voire qui peuvent nous rendre très tristes, qui sont difficiles, malgré tout, elle le fait toujours pour qu'on puisse en tirer quelque chose de positif in fine. On avance dans nos expériences et dans notre vie. Mm. C'est. Mm. Ok. S'il y avait des choses encore à ajouter, cette rencontre avec ces personnages qui créent nos messages à transmettre. Bah, je crois pas. C'est bon, merci. Merci à eux. Est-ce que tu veux qu'on aille observer tu disais, la dynamique des énergies de printemps? Hmm.
Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans les énergies? Alors déjà, la première chose qu'ils m'ont montré, c'est un arbre composé de plein de bourgeons et qui sont en train d'éclore. Mhm. Alors c'est très symbolique, enfin c'est aussi ce qui va se passer, mais c'est surtout la symbolique de l'éclosion. De Mhm. dire que euh, cet hiver, on était comme ces petits bourgeons là qui se préparaient, c'est-à-dire qu'on était plutôt en introspection, c'est-à-dire recroquevillé sur soi, plus intériorisé. C'est vrai qu'on faisait peut-être moins de choses, on sortait moins de son petit cocon, donc de chez soi. Ouais. Et que là, vraiment, le printemps, dans l'essence même de ce que c'est l'ouverture. Donc pour s'ouvrir, il y a une notion de mouvement, d'action. On a quand même pas beaucoup parlé, là, pas mal parlé de mouvement. Et il y a aussi le fait, voilà, comme si j'ouvrais mes bras, j'ouvrais mon cœur. Et il y a aussi une notion de beauté. Mm. C'est très beau le printemps. Et là, par rapport à ce printemps, l'image qui vient, c'est donc toujours ces mêmes fleurs que je vois qui sont de couleur rose-rouge. Donc en plus dans ma symbolique, le rose-rouge, un espèce de fuchsia rouge, c'est assez pétant. C'est vraiment une énergie très dynamique. Et en fait, c'est comme si je voyais que de ces fleurs sortait un espèce de nuage un peu grisâtre. Et donc je pense que dans ce printemps-là, on va être amené à faire particulièrement le ménage de nos émotions, qui stagnent en nous depuis peut-être plusieurs années, quelques temps du moins, et finalement qui sont des émotions qui ne nous font pas avancer en fait. Mhm. Et c'est marrant, la boucle est bouclée par rapport à ce qu'on disait au début, Ouais. mais par l'observation de nos émotions, je crois que ce printemps 2024, puis ensuite on va poursuivre le chemin cet été, va vraiment nous inciter, et ça va chambouler parce que il va nous inciter à vraiment, voilà, d'un grand coup de balai, Nettoyage de printemps. voilà, nous libérer, et surtout on va se rendre compte que c'est plus simple que ce qu'on croit. D'accord. Super. Donc c'est avoir des nettoyages d'émotions et remettre chaque chose à sa place. L'objectif, c'est qu'on arrive à l'automne avec beaucoup plus de place, parce que cet automne, on sera invité à mettre de nouvelles choses en place, apparemment. Ouais. Plus intériorisées, hein, qu'on cultivera ensuite durant l'hiver. Pour l'instant, ils veulent pas me dire ce que c'est, parce que chaque chose en son temps. Si Mais on avance, on va vouloir ouais, y aller tout de suite. c'est ça. Mais voilà, c'est un peu ce qui... Et je vois que c'est vraiment comme... pour te décrire l'image que je vois, je vois ces fleurs là de l'arbre, mais là j'ai un plan horizontal pour l'image. Et c'est comme si je voyais plein de petites... comme des petits jets de fumée là, un peu grisâtre. Donc tu vois, c'est Mhm. petit par petit. Ouais. Petit bout par petit bout. Et voilà, et on y va, et c'est tonique, et on y arrive, c'est surtout ça. Oui, c'est ça qui est encourageant. Oui. Ok. Donc, c'est une super dynamique. Mm. Merci beaucoup. Tu avais évoqué tout à l'heure le mot anagramme. Est-ce que ça avait une raison alors du coup? Parce qu'on a parlé de hologramme. Tu as dit peut-être que s'il y a une signification au fait d'avoir dit anagramme plutôt. Alors, ils me font écho au système de croyance. Il me dit... Ah! Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Alors, donc tu sais, le mot anagramme, tout à l'heure, j'ai été reproché dans la scène, là. Il m'a été donné, tu sais, quand donc, nous étions les différents apôtres, entre Oui, guillemets, en train donc de philosopher, on va dire, sur cette histoire de vie, là, avec la planète Terre qui était projetée par les liens du cœur au milieu du cercle. oui. Et là, j'ai dit anagramme. Mm. Et en fait, il m'explique que ces personnes-là, dont je faisais partie, étaient également amenées à projeter des formes de pensée positives, en fait, sur Terre. D'accord. Et donc, en fait, par l'anagramme, là, il me montre le fait de déconstruire un peu nos schémas de pensée Mhm. et peut-être de remplacer un schéma de pensée un petit peu... alors, pardon. De déconstruire un schéma de pensée de limitation et de le remplacer par un schéma de pensée d'amour inconditionnel, de joie et surtout de très grand espoir. Parce que visiblement, c'est l'une des clés fondamentales pour que
l'évolution dans laquelle nous sommes invités à entrer se passe de la façon la plus vertueuse. Mhm. D'accord. Merci. Ouais, super. As-t-il autre chose à ajouter pour aujourd'hui sur ce sujet, les émotions, les énergies du moment? Je pense qu'on va être inspiré pour pouvoir aider les gens. Oui. Ouais, il me dit... il me dit tu, mais je comprends que c'est tu pour toutes les deux. Ouais. Donc prends-le aussi pour toi, Sylvie. Il me dit tu as compris que c'était fondamental de t'aimer profondément. Et donc, par résonance, tu as également compris que c'était fondamental d'aimer profondément ton prochain, les autres, les personnes qui t'entourent. Et ben ça, c'est un message là pour ce printemps qui peut être très important de partager. D'accord. Voilà. Et là, tu vois, ça me pétille dans le cœur. Ouais, on va continuer à le partager. C'est tellement la base. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et surtout, vous avez raison de ne pas vous cacher, mais avec une formulation positive, c'est vraiment d'embrasser pleinement qui vous êtes et de le mettre en lumière. Et ça, continuez parce que c'est une source d'inspiration importante pour nous qui vous observons de là-haut. Merci. Voilà. On va se mettre au milieu. On va apparaître sur les écrans. On va faire des petites conférences. Parce que ça peut être aussi une conférence importante. Oui. Oui, il me dit peu importe comment vous savez dans votre cœur, vous savez comment faire. Et ce sera la meilleure des façons parce que ce sera la vôtre. Mais c'est... En tout cas, visiblement, je sens que ça le réjouit. Passe enfin à la phase 2. J'ai juste une petite question plus perso, justement, sur le rêve que j'ai fait de cette amie que j'avais parlé depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec le domaine. Excusez-moi, mais ça m'intrigue. En fait, il y a une connexion qui s'est faite. Pour toi, où on t'invite à te remémorer peut-être un souvenir que tu aurais avec elle et qui en fait est un souvenir qui jusqu'à maintenant t'est paru sûrement anodin et qui en fait est une clé d'évolution pour toi. Essaye de te replonger dans ces souvenirs que tu as avec elle. Il n'y a pas qu'un, ça va être cosmique. Voilà. Bon, son âme a croisé ton chemin. Voilà. D'une façon qui était... comment je veux dire mon mot. J'arrive pas à me rappeler du rêve. C'est pas pour rien que t'as incarné pour les noter non plus. Ouais, c'est pas grave. Bon. De toute façon, je suis dans cette période-là, dans ma nostalgie du moment, donc c'est pas bien grave. Je comprends qu'il y a des choses à en retirer. Merci. Est-ce qu'il y aura un dernier message? Je vais leur demander pourquoi moi je fais toujours le rêve que je suis enceinte. Ah oui, j'ai oublié. Excuse-moi. Du coup, j'étais dans ton rêve à toi. Oui. Pardon, excuse-moi, je l'ai pas noté, donc tu vois. Ma mémoire d'éléphant. Tu sais, je crois que c'est ce rêve, c'était le tien. Hein. Alors, il me dit, c'est parce que tu bloques cette part de toi, parce que tu te crois pas capable d'accueillir un enfant, et en fait, on t'envoie ces rêves pour que tu acceptes enfin que c'est quelque chose que tu as voulu en venant sur Terre, en fait. De pas avoir d'enfant ou Non, d'en avoir. Je fais exprès. Oh, faut que tu te prépares. Et que d'ailleurs, ah mon Dieu, que visiblement mon âme elle en veut beaucoup. Alors là, tu vois, c'est pas facile à entendre hein, quand même. Hein. C'est marrant parce que c'est un truc qui m'est venu hier ou avant-hier par rapport au fait que moi je n'ai pas d'enfant alors que j'adore ça et que j'en voulais, mais j'avais peur d'en avoir aussi. Et je me suis dit finalement, j'ai pas d'enfant mais j'en ai des milliers parce que j'accompagne tellement de monde que j'aime comme mes enfants. Oui. J'ai pas besoin d'en faire, ça y en a largement suffisamment. Et là, c'est exactement ce qu'il était en train de me dire quand tu allais dire ça. C'est que, en fait, avoir des enfants, c'est pas que avoir des enfants
enfin voilà, physiquement que tu engendres. Et c'est aussi tout ce lien de transmission que tu peux avoir avec les autres. Et surtout, un enfant, c'est pas qu'un enfant du sang. Tu peux vraiment avoir un lien du cœur profond avec quelqu'un et le considérer comme un membre de ta famille. Et avoir presque un lien de parenté, entre guillemets, avec cette personne, alors même que tu n'as pas de lien du sang. Et pourtant, ce lien du cœur sera tellement fort que c'est tout comme. Et du coup, là, tu vois, il me renvoie cette image, parce que c'est vrai que j'ai toujours dit que moi, j'adorerais adopter un enfant. Et du coup, là, tu vois, il me renvoie cette image. Mais c'est pour ça que t'as aussi cette... Tu vois, je veux pas d'enfant, mais par contre, ça ne dérangerait pas d'en adopter. Et il me dit, c'est ça. C'est la même chose. C'est une expérimentation que tu as par rapport à ce lien du cœur. Après, tu peux aussi en avoir sans les adopter. En plus, c'est les autres qui les ont élevés. Donc toute la partie... C'est ça. Bah oui, parce qu'on les veut que pour les bons moments. Voilà, comme les tatis. Voilà. C'est ça. Ok. Ouais, on peut faire grandir les autres aussi. C'est ce qu'on fait quand on est avec les Bah, tu sais, quand tu élèves un enfant, tu l'élèves. Oui, c'est voilà. Tu l'amènes vers la conscience. C'est un éveil. C'est ça. Mais tu peux faire pareil avec des gens qui ne sont pas tes enfants. En ce moment, j'ai eu 3 ou 4 personnes hier qui me demandaient des trucs pour les enfants. Donc j'ai compris. Il faut que je m'occupe des enfants et que j'ai pas peur d'y aller avec les enfants. Parce que j'ai peur de ne pas savoir faire, pas gérer. Comme souvent, explique la peur. Pourquoi t'as peur? J'ai peur de refaire du mal, en fait. De mal faire et que ça les traumatise. Ou je sais pas. En fait, pour les enfants, c'est qu'il ne faut pas leur instaurer de dogme. Le but de tout ça, c'est vraiment de faire en sorte que leur esprit soit le plus ouvert possible et de leur faire comprendre que on leur donne des clés, des ficelles, et qu'ensuite ce sera à eux d'aller choisir quelles clés au final ils voudront utiliser pour ouvrir la porte d'eux-mêmes. C'est vraiment ça. C'est ça un peu le danger, c'est de ne pas les cloisonner à une façon de penser ou de leur faire croire que parce que tu es l'adulte, alors tu vas leur donner la réponse et que c'est cette réponse-là et qu'ils devront écouter que ta parole. Mais, enfin, n'aie pas peur parce qu'en plus, tu as une approche... Il me montre que tu as gardé une âme d'enfant et ça, c'est ce qui fera que ça marchera particulièrement bien avec les enfants. Ouais. Et qu'en plus, tu peux aussi les aider via le côté créatif. Avec certains, tu pourrais... je sais pas, utiliser un crayon, utiliser le coloriage. Que je me branche là-dessus. J'ai l'impression de ne pas savoir assez pour les aider. Ah si. Je pense que je sais pas moins que les autres. En fait. Je me rassure là-dessus. Mais bon, c'est des petites choses à nettoyer. Mais bon, vu le nombre de fois qu'on m'a demandé hier, je me dis bon, je crois qu'il y a du boulot. Il y a du boulot pour toi aussi là. Le nombre d'enfants qui sont stressés à l'école, qu'on comprend pas et qui sont mis à l'écart, c'est terrible. C'est terrible. D'accord, merci. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Avec beaucoup de messages, notamment sur les émotions. Il y a beaucoup... On va y aller. Donc on va revenir, on va les remercier. Je suis contente de les croiser. Oui, merci pour les messages. D'avoir connecté avec eux. Avec des messages aussi clairs.